Après des années de relation, mon ex m'a laissée avec des dettes absurdes. Lorsqu'il est revenu, suppliant de l'aide, Mon nom est Caroline, et pendant longtemps j'ai cru en l'amour inconditionnel, pensant que ce sentiment serait mon refuge. Mais la réalité s'est révélée dure et traîtresse. Pendant des années, j'ai vécu immergée dans une illusion, où de vaines promesses et des projets frauduleux d'Édouard, l'homme que je croyais partager mes rêves et projets de vie, m'ont entraînée dans un abîme financier et émotionnel. En réalisant que la confiance accordée s'était transformée en une dette écrasante de 150 000 €, chaque notification bancaire, chaque relance et même le moindre craquement dans le silence de nos engagements quotidiens ont commencé à ronger le fragile édifice de notre relation, laissant des traces profondes qui témoignaient de l'irresponsabilité de ses actes et de l'ampleur de son mépris. Ce furent des mois de luttes intérieures, de nuits blanches et d'un cumul de traumatismes quotidiens, alors que la pression d'honorer des engagements financiers insoutenables se mêlait à l'angoisse d'avoir été trompée par celui à qui j'avais confié une partie de mon âme. Au cœur de cette tourmente, j'ai trouvé en Renée, ma sœur, un soutien inébranlable. Grâce à son empathie et sa force silencieuse, Renée est devenue l'épaule sur laquelle je pouvais me confier et remettre en question ce qui semblait être le destin inévitable tracé par un amour qui s'était révélé purement illusoire. Tout aussi important fut le soutien de Sophie, une amie de longue date dont l'intégrité et la clarté m'ont permis de réaliser, à travers des dossiers et des archives méticuleusement organisées, que la trajectoire d'Édouard n'allait pas se solder sans conséquence. J'ai alors décidé de transformer la désillusion en un processus de reconstruction personnelle, en documentant chaque centime détourné, chaque contrat et chaque transaction, attestant de la manipulation qui avait perpétué le cycle de dettes et de tromperies. Cet amas de preuves n'était pas seulement un recours juridique, mais une arme symbolique contre le passé, un moyen de réaffirmer que le contrôle de ma propre vie ne revenait qu'à moi. Lorsque plusieurs mois après la séparation, Édouard réapparut, implorant de l'aide et tentant de récupérer les fragments d'un amour perdu, je ressentis un mélange de ressentiment et de soulagement. Ses demandes, chargées de désespoir et incapables de dissimuler l'irresponsabilité qui l'avait conduit jusqu'ici, furent accueillies par moi avec une sérénité que seule la guérison et la maturité peuvent offrir. En l'affrontant, je ne cherchais pas à renouer quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, mais à clarifier, sur la base de preuves irréfutables, que chaque centime de dette et chaque erreur commise par lui était un rappel douloureux, mais libérateur, que je n'étais pas obligée de supporter le poids de ses choix. Lors de notre rencontre, la conversation s'est déroulée comme un échange de vérités non dites durant la relation, et comme une confrontation silencieuse d'un passé qui m'avait appris l'importance de l'amour-propre et de l'autonomie. Avec une posture ferme et décidée, j'ai déclaré que je ne me laisserais jamais à nouveau subjuguer par quelqu'un qui, par des actes irresponsables, avait tenté de nuire non seulement à mon présent, mais aussi à l'avenir que je commençais à reconstruire avec soin. Cette attitude symbolisait le tournant de mon histoire, où la douleur se transformait en apprentissage, et les erreurs du passé étaient aperçues comme des leçons essentielles pour forger une nouvelle identité. En refusant l'aide et les demandes de réconciliation, je compris que la véritable revanche ne réside pas dans le fait de rendre l'appareil ou de punir le mal, mais dans le fait de prospérer et de bâtir une vie fondée sur la liberté, la justice et l'autosuffisance. Chaque document, chaque relevé bancaire et chaque signature attestant des dégâts causés par Édouard devint la preuve incontestable que je ne pouvais pas permettre que l'erreur d'autrui continue de définir ma trajectoire. Ce processus d'organisation et d'enquête, mené avec rigueur et détermination, démontra non seulement la fragilité d'une relation toxique, mais renforça aussi la nécessité de préserver sa propre histoire, en veillant à ce que les cicatrices du passé laissent place à la force qui guide chaque nouveau pas. Ainsi, tandis qu'Édouard se débattait dans sa propre culpabilité et son angoisse, je continuais d'avancer, brandissant la vérité comme un bouclier impénétrable et la justice comme un étendard symbolisant la conquête de mon indépendance. Aujourd'hui, à chaque nouvelle réussite, à chaque défi surmonté, je réaffirme que la véritable libération découle de la connaissance de soi et du courage de transformer la souffrance en moteur de renouveau. Cette expérience, riche en épreuves et en émotions intenses, m'a appris qu'aimer à nouveau ne signifie pas retourner en arrière, mais bâtir un nouveau chemin,
où chaque obstacle se mue en opportunité de croissance et chaque défaite en un tremplin vers une vie épanouie, où personne ne peut plus définir les contours de mon destin. Le dépassement. De ce chapitre douloureux m'a redéfini, prouvant que, même après avoir été entraîné au fond du gouffre par un amour qui s'était révélé aussi illusoire que traître, la véritable victoire réside dans la prise en main de sa propre histoire. Chaque coup payé, chaque larme versée et chaque bataille remportée réaffirmait que le processus de guérison et de renaissance est continu et que l'espoir, même lorsqu'il semble faiblir, renaît toujours avec force, permettant de mesurer la véritable valeur d'une femme, non pas à travers un passé entaché d'erreurs et de dettes, mais par les leçons qui l'incitent à avancer avec dignité et amour-propre inébranlable. Peut-être le plus ironique dans cette histoire fut-il la manière dont Édouard réussit à me surprendre à 2 reprises. D'abord en me laissant avec une montagne de dettes, puis en pensant que je serais assez naïve pour croire à son repentir tardif. Lorsqu'il m'envoya ce SMS glacial mettant fin à nos 7 ans de relation par un simple « j'ai besoin de temps », j'aurais dû comprendre que des hommes comme lui n'ont pas le courage d'assumer les conséquences de leurs actes. Il est presque comique de penser qu'un message aussi bref pouvait contenir un poids si immense, comme s'il était possible de résumer des années de vie commune, des projets partagés et des promesses faites en seulement 5 mots tapés entre 2 réunions, probablement pendant qu'il planifiait déjà son prochain mouvement, loin des responsabilités qu'il avait engendrées. Je me souviens du jour où j'ai découvert l'ampleur des dégâts. C'était un mardi ordinaire, et en révisant les comptes mensuels, je remarquai une facturation inconnue. Une, puis une autre, et encore une autre. Bientôt, je me retrouvais embourbée dans un labyrinthe de relevés et de factures révélant un schéma systématique de fraude. Édouard avait utilisé mon nom, mes données, ma confiance, pour financer un style de vie qui, ironiquement, n'incluait même pas notre vie commune. Comment n'ai-je pas vu cela plus tôt ? Martelait ma pensée, alors que je cataloguais chaque nouveau document reçu. Des prêts pour lancer des entreprises qui n'avaient jamais existé, des financements pour des équipements fictifs, des cartes de crédit aux plafonds absurdes consommées lors de soirées prétendument passées à travailler tard. L'histoire qu'il me racontait était trop parfaite pour être remise en question, ou j'étais trop aveugle pour voir au-delà des rideaux de fumée qu'il dressait. Le jour où j'ai confronté Édouard avec les preuves fut surréaliste. Tandis que j'exposais méthodiquement chaque transaction frauduleuse, chaque mensonge démasqué, il restait assis, le regard vague oscillant entre honte et calcul. Il n'y eut ni cri, ni larmes théâtrales, du moins pas de ma part. Il y avait quelque chose de presque chirurgical dans la manière dont je démontais son château de cartes, dévoilant la structure pourrie qui soutenait notre relation. « Tu ne comprends pas, Caroline. Je l'ai fait pour nous », tenta-t-il d'argumenter, comme si cette montagne de dettes était un investissement dans notre avenir commun. Je ris. Ce n'était pas un rire de joie, mais une expression sèche et tranchante d'incrédulité. Pour nous, peut-être voulais-tu dire pour ta maîtresse, ou pour ton addiction au paris, ou pour ces dîners dans des restaurants que je n'ai jamais connus, répondis-je, sans élever la voix, mais avec une froideur qui semblait glacer l'air entre nous. La séparation fut rapide, presque indolore comparée aux mois qui suivirent. Édouard disparut, comme le font souvent les lâches lorsque la tempête qu'ils ont eux-mêmes engendrée approche. Il laissa derrière lui non seulement un appartement, vidé de sa présence, mais aussi une vie financière dévastée qui devenait désormais exclusivement la mienne. C'est à ce moment que je réalisais que mon enfance m'avait préparé à ce genre d'abandon. J'avais grandi en voyant mon père, un homme qui accordait plus d'importance à l'apparence du succès qu'à l'intégrité, entraîner ma mère dans des situations similaires. Elle, toujours résiliente, reconstruisant sans cesse à partir de rien, m'avait appris sans le vouloir que des femmes comme nous étaient destinées à nettoyer le désordre laissé par des hommes comme eux. Mais, contrairement à elle, j'ai décidé de rompre le cycle. La première étape fut une visite chez un avocat spécialisé dans les affaires de fraude financière. « Tu as un dossier solide », me dit-il après avoir examiné minutieusement la documentation que j'avais compilée. « Mais prépare-toi à une longue bataille. » Ces mots, qui auraient dû m'intimider, se révélèrent être un catalyseur. Une bataille ? J'étais déjà en guerre depuis le moment où j'avais pris conscience de l'ampleur de la trahison. Je commençais à faire des heures supplémentaires dans le cabinet de comptabilité, où j'étais simplement assistante. Mon supérieur, constatant ma détermination et ma compétence, me confia des projets supplémentaires
qui augmentèrent progressivement mes revenus. Parallèlement, j'utilisais mes connaissances pour lancer un petit service de conseil financier en ligne, particulièrement destiné aux femmes ayant vécu des situations similaires. « Tu n'as pas à être victime de l'irresponsabilité financière d'autrui » était le slogan que j'adoptais, non seulement comme stratégie marketing, mais comme mantra personnel que je me répétais lors des nuits où le poids des dettes semblait étouffer. Chaque mois, à chaque paiement effectué, à chaque petite victoire contre un système qui me traitait initialement comme complice des méfaits d'Édouard, je sentais ma force revenir. Il ne s'agissait pas seulement d'effacer des dettes, il s'agissait de retrouver mon autonomie, ma dignité. René fut essentielle dans ce processus. Ma sœur, toujours plus prudente, plus pragmatique, m'aidait à établir un plan détaillé de redressement financier. « Tu ne pourras pas tout régler d'un coup », me rappelait-elle quand l'anxiété menaçait de prendre le dessus. Un pas à la fois, une dette à la fois. Sophie, quant à elle, représentait le soutien émotionnel qui m'empêchait de sombrer dans la rancœur. « Tu as tout le droit d'être furieuse », me disait-elle en partageant une bouteille de vin modeste lors de soirées de confidence. « Mais ne laisse pas cette colère te consumer, utilise-la comme moteur. » Sophie avait toujours cette incroyable capacité à transformer des émotions destructrices en force productive. Nous nous connaissions depuis l'adolescence, et elle avait été témoin de tous mes échecs amoureux, y compris de la période où Édouard m'avait séduite par son charme calculé et ses promesses grandioses. À l'époque, elle fut la seule à émettre des réserves à son sujet. « Il y a quelque chose dans ses yeux, Caroline. Une ambition qui ne me semble pas saine », avait-elle commenté après notre premier dîner ensemble. J'ignorais ses avertissements, convaincue d'avoir trouvé le partenaire idéal. Maintenant, assise dans mon appartement à moitié vide, avec des factures éparpillées sur la table basse, je comprenais enfin ce qu'elle avait tenté de me dire des années auparavant. Et j'appliquais ses conseils. Je transformais chaque rejet d'une contestation bancaire en motivation pour en apprendre davantage sur mes droits. Chaque appel menaçant des collecteurs fut l'occasion d'affiner mes compétences en négociation. Chaque centime économisé ou gagné en plus devenait une petite victoire dans la lutte contre l'héritage toxique qu'Édouard avait laissé. Ce furent 18 mois de travail acharné, de privations mesurées et de stratégies méticuleusement planifiées. 18 mois de déjeuner, préparés à la maison dans des boîtes repas, pendant que mes collègues optaient pour la livraison. 18 mois à éviter tout achat non absolument essentiel, comptant chaque centime et transformant de petites économies en paiements significatifs. 18 mois à apprendre à valoriser de petites victoires, comme négocier avec succès la réduction des intérêts d'une dette ou obtenir un client supplémentaire pour mon service de conseil le week-end. 18 mois à redécouvrir des plaisirs simples et gratuits, comme se promener dans un parc plutôt que de sortir dans des restaurants chers ou visionner des marathons de vieux films à la maison au lieu d'excursions de week-end que je ne pouvais plus me permettre. 18 mois durant lesquels je n'entendis aucune nouvelle d'Édouard, comme s'il avait tout simplement disparu de la surface de la terre, emportant avec lui uniquement le chaos qu'il avait semé dans ma vie et laissant derrière lui le dur labeur de la reconstruction. Jusqu'au jour où, un mercredi après-midi ordinaire, sans rien qui se démarquait dans ma nouvelle routine méthodique et disciplinée, je reçus un message qui fit chavirer mon estomac. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. Édouard. » Ma première réaction fut d'ignorer le message, de le supprimer et de continuer ma vie reconstruite. Mais il y avait dans ces quelques mots une curiosité calculée, une interrogation sur ce qui pouvait être si urgent pour quelqu'un qui m'avait abandonné à mon sort. Je répondis simplement « quand et où », établissant immédiatement que ce ne serait pas moi qui me déplacerais pour satisfaire ses besoins. Nous fixâmes un rendez-vous dans un café, neutre, un lieu public où je me sentirais en sécurité et maître de la situation. Édouard arriva en retard, comme à son habitude. Mais contrairement à l'homme confiant et toujours bien habillé que je connaissais, j'aperçus un Édouard abattu, avec des cernes marquées et des vêtements trahissant des jours meilleurs. Pendant un bref instant, je ressentis une pointe de satisfaction en constatant que la vie ne lui avait pas été clémente non plus. Ce sentiment fut rapidement remplacé par une neutralité calculée. Je n'étais pas là pour célébrer sa chute, mais pour écouter ce qu'il jugeait si urgent. « Tu es radieuse », commenta-t-il en s'asseyant, comme s'il tentait d'entamer une conversation décontractée entre vieux amis. « Allons droit au but, Édouard. Qu'est-ce qui est si urgent ?» Ma voix était ferme, dénuée de toute trace du tremblement émotionnel qui avait marqué nos dernières interactions.
Il hésita, son regard errant dans le café, cherchant ses mots. Finalement, après un soupir chargé, il commença à dérouler son histoire. Après m'avoir quitté, il s'était engagé dans des affaires encore plus douteuses, attiré par la promesse d'argent facile qui pourrait résoudre ses problèmes. « Je pensais pouvoir rembourser tout ce que je t'avais laissé », expliqua-t-il, comme si cette intention tardive méritait quelques crédits. « Et comment cela s'est-il passé pour toi ?» demandai-je, ne dissimulant pas mon ironie. Ses yeux évitèrent les miens. « Je suis menacée par des individus dangereux. J'ai besoin d'argent pour quitter la ville, repartir ailleurs. » Ah, bien sûr, l'urgence ne concernait pas la réparation du mal qu'il m'avait causé, mais la sauvegarde de sa propre peau. Typique. « Combien ?» demandai-je, gardant mon expression impassible. La somme qu'il évoqua, 30 000 €, était pratiquement une insulte, comparée aux 150 000 € qu'il m'avait laissés. Comme si ce montant moindre rendait sa demande plus raisonnable, plus acceptable. « Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, Caroline. Mais je n'ai plus personne vers qui me tourner. Je promets de te rembourser, avec intérêt. » Décis, promesses. Toujours des promesses. Des paroles vaines qui n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. « Tu as raison, Édouard. Tu n'as pas le droit de demander cela. » Son regard trahissait un désespoir sincère. Pendant un instant, j'ai failli céder. Presque. Puis je me rappelais les nuits blanches, les week-ends sacrifiés, ces petites joies que j'avais abandonnées pour reconstruire ma vie financière. Quand tu m'as laissé avec 150 000 € de dette, où es-tu allé? Qui t'a aidé pendant que je faisais face seule aux conséquences de tes actes? Il n'avait que des justifications bancales, évoquant honte et culpabilité, incapable de me regarder en face en sachant ce qu'il avait fait. « Laisse-moi te montrer quelque chose », dit-il en ouvrant mon sac pour en sortir un dossier méticuleusement organisé. À l'intérieur, des copies de tous les documents prouvant les fraudes, les paiements que j'avais effectués, les accords que j'avais négociés. Tu vois cela? C'est le résultat de près de 2 ans de travail acharné pour réparer le désastre que tu as causé. Édouard feuilletait les documents, l'expression stupéfaite, comme s'il découvrait pour la première fois l'ampleur de ses actes. Je ne te montre pas tout cela pour te faire culpabiliser. Je te montre simplement que, pendant que tu fuyais les conséquences, j'étais là, les affrontant une par une. Mais ces hommes, Caroline, ils ne plaisantent pas. Ils vont me faire du mal si je ne paie pas. Ses yeux embués cherchèrent la compassion. Autrefois, j'aurais peut-être cédé. Mais la Caroline naïve, qui se laissait manipuler par des larmes masculines, était désormais derrière moi. La réponse est non, Édouard. Je ne te donnerai pas un centime. Pas par vengeance, mais parce qu'aider quelqu'un comme toi reviendrait à perpétuer le cycle que j'ai tant peiné à briser. Je me levai, décidé à clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Mais avant de partir, je lui laissai une dernière réflexion. Sais-tu ce qui est vraiment ironique? Si tu étais resté, affrontant les conséquences avec moi, peut-être, serions-nous aujourd'hui dans une situation complètement différente. Ta lâcheté ne t'a pas seulement coûté notre relation. Elle t'a privé de la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Je quittais ce café en ressentant une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Non pas parce que je me réjouissais de ton malheur, mais parce que je m'étais enfin libérée du pouvoir que tu exerçais sur moi. Ce rendez-vous fut l'épreuve ultime, la preuve que les fantômes du passé ne pouvaient plus m'assaillir. Je marchais quelques pâtés de maison sans but précis, simplement en absorbant la sensation d'avoir définitivement refermé un chapitre douloureux de ma vie. Le ciel était d'un bleu éclatant cet après-midi-là, parsemé de quelques nuages épars formant des motifs significatifs. Je trouvai un petit banc dans un parc et m'assis, observant le mouvement de la ville qui poursuivait, son rythme effréné autour de moi. Des gens pressés, chacun portant sa propre histoire, ses luttes invisibles. Combien d'entre eux vivaient des situations semblables à la mienne? Combien avaient été trahis, abandonnés, contraints de faire face seuls aux conséquences de choix qui ne leur appartenaient ou pas? Je respirais profondément, sentant l'air entrer et sortir de mes poumons à un rythme apaisant. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus cette oppression dans la poitrine, ce poids constant qui semblait comprimer mes organes, vitaux depuis le jour où j'avais découvert l'étendue des dettes. C'était comme si mon corps avait enfin compris ce que mon esprit avait déjà accepté. J'étais libre. Non seulement des dettes qui diminuaient peu à peu, mais surtout de cette dépendance émotionnelle et de la nécessité d'approbation.
qui me faisait croire que j'avais besoin de quelqu'un comme Édouard pour me sentir complète. 3 semaines plus tard, j'appris par un ami commun qu'Édouard avait quitté la ville, vraisemblablement en fuite devant ses créanciers. Une partie de moi s'inquiétait pour son destin. Après tout, nous avions partagé des années ensemble. Mais une autre partie, la plus forte, la plus sage, savait que son destin n'était plus de ma responsabilité. Aujourd'hui, presque 5 ans après cet après-midi au café, je peux dire que la dette de 150 000 € est entièrement remboursée. Plus encore, grâce à cette douloureuse expérience, j'ai développé non seulement des compétences financières qui m'ont permis de prospérer en tant que consultante, mais aussi une compréhension profonde des relations, des limites et de l'autoprotection. Parfois, lorsque je partage mon histoire avec des clientes dans des situations similaires, je réalise que ce qui semblait être la pire période de ma vie s'est transformé en ma plus grande force. La trahison d'Édouard, qui aurait dû me détruire, est devenue le catalyseur d'une version de moi-même plus forte, plus consciente et plus accomplie. Je n'ai jamais souhaité de mal à Édouard. En réalité, avec le temps, j'ai appris à remercier cette leçon, non pas pour l'abandon ou la dette, mais pour l'opportunité de découvrir une résilience insoupçonnée. Car, au final, la véritable dette n'était pas financière, mais émotionnelle. C'était le prix que nous payons lorsque nous laissons autrui définir notre valeur. Et quant à cette dette précise, je peux dire avec satisfaction, je suis désormais dans le vert. Non seulement financièrement, mais dans la vie. Libérée des dettes émotionnelles, riche en connaissance de moi-même, investissant chaque jour dans la seule personne qui ne m'abandonnera jamais, moi-même. Lorsque Édouard est revenu, suppliant de l'aide, je lui ai simplement montré le résultat de mon travail acharné et de ma détermination. Je n'avais pas besoin de crier ni de l'humilier. La vérité parlait d'elle-même. Et c'est peut-être là la plus grande revanche. Lui prouver, et surtout me prouver à moi-même, que je suis tout à fait capable de reconstruire ce qu'ils l'ont, à tenter de détruire. Aujourd'hui, j'enseigne à d'autres femmes à faire de même. Pas à chercher la vengeance, mais à puiser la force là où elles ne voyaient que faiblesse. À transformer les dettes en investissements pour leur avenir. À comprendre que parfois, il faut toucher le fond pour découvrir que la sortie ne dépend que de nos propres mains. Mon nom est Caroline, et mon histoire n'est pas celle d'une dette de 150 000 €. C'est celle de la valeur inestimable de découvrir que certaines pertes sont en réalité les plus grands gains que nous puissions obtenir. C'est apprendre que l'abandon, aussi douloureux soit-il sur le moment, peut être le début d'un voyage d'autodécouverte. C'est réaliser que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Si je pouvais revenir en arrière et avertir cette Caroline désespérée, pleurant sur le sol de son salon, entourée de relevés bancaires et de notifications de paiement, je ne lui dirais qu'une seule chose. Tiens bon, ce qui semble être la fin n'est que le commencement de quelque chose de bien meilleur. Car, en fin de compte, même dans les moments les plus sombres, lorsque la douleur semblait insupportable et l'avenir complètement incertain, il y avait, en moi, une force qui refusait d'abandonner. Et peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse de toutes. Découvrir que nous sommes bien plus forts, bien plus capables et bien plus résilients que nous ne l'aurions jamais imaginé. Que nous pouvons survivre à la trahison, à l'abandon, aux dettes écrasantes et aux nuits d'insomnie. Que nous pouvons non seulement survivre, mais aussi nous épanouir, grandir et nous transformer en une version meilleure de nous-mêmes. Alors, si vous traversez une épreuve similaire, si vous sentez le poids du monde sur vos épaules et que vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous relever, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous qu'un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce qui paraissait être votre fin n'était que le début douloureux, nécessaire et transformateur d'une vie bien plus authentique et épanouie.